Bienvenue, chers élèves et chers collègues. On continue notre cours concernant l'immunologie en étudiant le chapitre numéro 4 concernant le dysfonctionnement de l'immunité. Comme tout système de l'organisme, le système immunitaire inné ou adaptatif peut connaître des dysfonctionnements dont l'origine peut être exogène ou endogène. La réponse immunitaire peut être inappropriée, excessive et exagérée dans le cas des hypersensibilités ou allergies. À l'opposé, la réponse immunitaire peut être diminuée, insuffisance ou absence dans le cas des déficits immunitaires qui peuvent être primaires, immunodéficience congénitale liée à une mutation génétique, ou secondaires acquis suite à une infection virale ou à l'exposition à des drogues ou à des radioéléments, ou peut être dirigé contre l'organisme lui-même dans le cas des maladies auto-immunes. Cette partie du cours est hors programme. Comme question, on peut se poser quels sont les mécanismes des allergies et bien sûr quels sont les mécanismes des immunodéficiences. Et on commence par le cas des allergies. En général, le système immunitaire est inoffensif vis-à-vis des éléments étrangers non pathogènes. Mais certaines molécules, certaines substances non pathogènes et inoffensives peuvent développer des réponses immunitaires plus ou moins exagérées, excessives et mal ciblées. Et on parle d'allergie ou hypersensibilité. Et comme question, qu'est-ce que l'allergie? Comment se développe l'allergie et quels sont ses symptômes? Quel est le mécanisme de la réaction allergique? Et on va chercher qu'est-ce que l'allergie en étudiant quelques exemples. Vous voyez ici, on a l'asthme qui est une difficulté respiratoire momentanée causée par des contractions des muscles lisses des bronchioles et à une hypersécrétion de mucus au niveau des voies respiratoires, provoquée par des poils ou la poussière ou les grains de pollen. Alors que la rhinite est une infection caractérisée par un écoulement du nez, c'est un écoulement nasal, un larmoiement, c'est-à-dire des larmes qui coulent des yeux, et des éternuements. Alors que la conjonctivite allergique est provoquée par des allergènes, et notamment des allergènes intérieurs, c'est-à-dire les acariens, les moisissures présents dans nos maisons ou dans nos lieux de travail, et les allergènes environnementaux tels les grains de pollen, les agents polluants, les graminées qui se déposent partout et sont transportés par le vent. L'eczéma, réaction eczématique du poignet par exemple, par hypersensibilité au nickel. Bracelet de montre par exemple peut provoquer une rougeur au niveau de la peau. La dermite, l'hypersensibilité de contact connue par la rougeur de la peau due au contact avec un gant de caoutchouc par exemple. Et enfin, la réaction anaphylactique, c'est une réaction allergique extrême et brutale pouvant conduire à la mort. Cette réaction se manifeste particulièrement par des frissons, d'une hypotension sévère suite à une piqûre d'insecte. Un œdème important apparaît au niveau des yeux, par exemple. Comme question, en exploitant les données de ce document, petit a déterminer les types d'allergies et leurs causes, identifier les symptômes communs à toutes ces réponses, donner une définition à l'allergie. Donc vous voyez bien sûr que les allergies, il y a différents types. Il y a des qui touchent le nez, qui touchent les yeux, qui touchent la peau. Il y a bien sûr des cas extrêmes, voire mortels. Donc il existe plusieurs types d'allergies respiratoires, telles l'allergie aux grains de pollen aux acariens, cutanée comme après une piqûre de guêpe, alimentaire, allergie au gluten par exemple, ou médicamenteuse. Les réactions allergiques sont provoquées par une substance qui n'est pas nocive en temps normal. Cette substance est nommée allergène. Il peut être un médicament, un aliment, un grain de pollen, poussière, détergent, etc. Voilà donc un exemple. Donc l'allergène est toute substance qui peut déclencher une réaction allergique. Donc il peut être le grain de pollen, un aliment tel le cacao, une piqûre de guêpe, le poil de chat, etc. Petit b, identifie les symptômes communs à toutes ces réponses. Bien sûr, il y a la rougeur,
il y a le grattage, bien sûr, il y a des événements qui sont gênants pour l'individu, des symptômes qui sont gênants. Donc les symptômes sont divers et varient selon l'allergène. Réaction dermatologique, difficultés respiratoires, rougeur, toux, vomissement, démangeaison. Ces réactions peuvent être fatales dans certains cas. Donner une définition à l'allergie. Donc l'allergie est une réponse immunitaire vis-à-vis d'une substance non nocive, non pathogène. Donc les allergies sont des phénomènes très courants au cours desquels l'organisme réagit d'une manière excessive ou exagérée, qu'on appelle aussi hypersensibilité, contre des antigènes pour la plupart inoffensifs. Les allergies, c'est-à-dire allos, qui est différent en latin, et ergon, qui est activité. Donc sont des maladies assez courantes puisqu'ils atteignent environ 10% de la population. Étymologiquement, c'est l'état d'un individu qui réagit autrement. La réaction allergique est toujours désagréable et peut être grave, voire mortelle. Les réactions allergiques ont des manifestations très variées mais possèdent des caractères communs. Activité numéro 2, caractéristiques de l'allergie. Le choc anaphylactique est connu chez l'homme. Il peut intervenir à la suite d'une piqûre de guêpe ou d'injection de certains médicaments tels la pénicilline. La découverte de l'anaphylaxie. Le 15 février 1902, Richet et Pourtier injectent à un chien 0,1 cm3 d'un extrait glycériné contenant des tentacules d'une anémone de mer. Aucun trouble n'apparaît. La même injection est effectuée 22 jours après. L'animal suffoque et meurt en 25 minutes, alors qu'on aurait pu penser que l'animal qui est protégé, immunisé, c'est l'inverse qui se produit. C'est ça ce qu'on appelle autre travail. D'où le terme anaphylaxie. En grec, ana, ça veut dire contraire, phylaxie, ça veut dire protection. Toutes les réactions allergiques ne sont pas heureusement aussi violentes, mais elles ont le même principe. Après un premier contact avec un certain antigène ou allergène, l'organisme devient sensibilisé ou allergique. Les contacts ultérieurs avec cet allergène entraînent des troubles plus ou moins graves. Comme question, à partir de ce texte, dégager les caractères des réactions allergiques. Donc, comme vous voyez, l'allergie se caractérise par deux choses. La première chose, c'est lorsque on a le premier contact avec l'allergène, il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien, mais on est devenu sensibilisé. Alors que le deuxième, au troisième, au quatrième rencontre avec le même allergène va entraîner des troubles plus ou moins graves, plus ou moins gênants. Donc, comme réponse, les caractères des réactions allergiques. Les allergies sont des réactions immunitaires contraires à la protection, c'est-à-dire anaphylaxie. Ces réactions qui sont assez fréquentes ou plus ou moins violentes et sont à l'origine de vomissements, rougeurs, grattages, etc. Les allergies sont caractérisées par le même principe. L'individu est sensibilisé, c'est-à-dire il n'y a pas de symptômes lors d'un premier contact avec l'allergène et réagit d'une façon anormale et brusque lors d'un deuxième contact avec le même allergène. Activité numéro 3. Quel est le mécanisme de l'allergie? Alors, données expérimentales. En 1911, une substance chimique appelée histamine fut découverte. Son injection chez des personnes sensibilisées a induit l'apparition des symptômes de l'allergie. En 1953, l'histamine a été extraite des cellules sentinelles dites mastocytes. Ce sont bien sûr des cellules immunitaires. En 1967, des chercheurs ont repéré la présence des récepteurs spécifiques aux immunoglobulines E, c'est-à-dire l'anticorps IgE, à la surface des mastocytes et des basophiles. Des analyses plasmatiques ont montré que les personnes allergiques ont une concentration sérique élevée en IgE en comparaison avec les personnes non allergiques. Alors que le document 1 montre les phases de la réaction allergique au cours desquelles des cellules de la peau, des muqueuses ou de nombreux organes, qui sont appelés mastocytes, sont sensibilisés et activés. On va donner ici la question. En exploitant les informations du document, déterminer les effecteurs de la réponse allergique,
et expliquer le mode de sensibilisation des mastocytes suite au premier contact avec l'allergène et décrire la succession des événements conduisant à l'apparition de la réaction allergique suite au deuxième contact de l'allergène ou avec l'allergène. Donc, comme effecteur dans ce texte, comme effecteur nécessaire à la réaction allergique, on voit ici qu'il y a des cellules telles les mastocytes, les basophiles, et il y a des substances chimiques telles l'histamine et bien sûr l'anticorps IgE. Donc la réponse allergique demande la présence de tous ces éléments, de tous ces effecteurs. Des données expérimentales, on constate que la réponse allergique nécessite les cellules ou des cellules et des substances. Comme cellules immunitaires, les lymphocytes B et T bien sûr, les mastocytes et les basophiles qui sont bien sûr des granulocytes. Et comme substance, on trouve qu'il y a la présence des anticorps IgE et des histamines. On en déduit qu'il existe une relation entre la réaction allergique, la sécrétion des anticorps immunoglobulines de classe IgE et la dégranulation des mastocytes. La dégranulation des mastocytes, ça veut dire libération de leur contenu, qui est bien sûr l'histamine. Expliquer le mode d'action. Alors remarquez ici, on a l'allergène dans le milieu extérieur. Là, c'est la première rencontre, et là, c'est la deuxième rencontre. Alors, lors de la première rencontre, on constate que les macrophages ont reconnu l'allergène comme substance étrangère, et bien sûr, elles l'ont phagocyté pour le présenter au lymphocyte T. De même, cet allergène a été reconnu directement par les lymphocytes B, grâce à leur anticorps membranaire externe. L'action des lymphocytes TH, bien sûr, elle va synthétiser et sécréter l'interleukine pour agir sur les lymphocytes B afin qu'ils se multiplient et se différencient en plasmocytes. Ces dernières vont synthétiser le IgE. Le IgE, comme anticorps libre, va s'attacher aux mastocytes, donc à la membrane des mastocytes, qui présente ici, bien sûr, des sites de fixation avec l'IgE. Et lors de la deuxième rencontre, vous voyez ici, il n'y a pas de symptômes à déclarer. Mais lors de la deuxième rencontre, l'allergène, c'est-à-dire ce même allergène, va se lier à deux anticorps proches qui se trouvent à la surface de la membrane du mastocyte. Ce dernier, bien sûr, va être activé et va bien sûr déverser le contenu de ces grains, qui est bien sûr l'histamine. Et l'histamine va entraîner bien sûr la rougeur et les symptômes de l'allergie. Donc les réactions allergiques se déroulent en deux phases. La première phase, qui est la phase de sensibilisation des mastocytes. Cette phase commence au moment où l'individu entre pour la première fois en contact avec l'allergène. Il y a successivement infiltration de l'allergène dans l'organisme, reconnaissance de l'allergène par le système immunitaire, développement d'une réaction ou d'une réponse immunitaire à médiation immorale et différenciation des LB spécifiques de l'allergène en plasmocytes qui sécrètent les IgE spécifiques. Diffusion des IgE dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le sang, et leur fixation au niveau des récepteurs membranaires complémentaires à la partie constante des IgE, la partie constante, et non pas la partie variable, et qui caractérise certaines cellules du système immunitaire, notamment les mastocytes et les basophiles. La deuxième phase, c'est la phase d'activation des mastocytes. C'est la phase de la réaction allergique immédiate. Dès leur entrée dans l'organisme, les allergènes se lient avec les IgE portés par les mastocytes et les basophiles, d'où leur activation. Cette activation est caractérisée par l'exocytose des granules d'histamine, c'est-à-dire une dégranulation des mastocytes. Il se produit une libération d'histamine dans la minute qui suit, et le passage de l'histamine dans la circulation, ce qui induit la réaction allergique. C'est une vasodilatation, la contraction du muscle lisse, les sécrétions du mucus, etc. Cette action conduit aux troubles de l'allergie, éternuement, vomissement, œdème, grattage, suffoquement respiratoire, etc. Comme remarque, l'hypersensibilité immédiate peut se transformer en hypersensibilité retardée après quelques heures. En effet, un grand nombre de cellules immunitaires pourraient être attirées au site de l'inflammation, ce qui intensifie la crise allergique. Si l'allergène
s'infiltrent dans la circulation sanguine, telle une piqûre d'abeille, médicaments, etc., un choc anaphylactique survient chez le patient, suite à l'activation des basophiles qui sécrètent des médiateurs chimiques dans tout le corps. Et l'intervention d'un médecin spécialisé est une urgence pour ce patient. Deuxième remarque, il y a deux types d'hypersensibilité qui sont importantes. L'hypersensibilité immédiate à médiation immorale, c'est-à-dire l'intervention des lymphocytes B, qui vont synthétiser bien sûr les IgE comme anticorps, et l'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire, c'est-à-dire l'intervention de lymphocytes TC, et cela bien sûr après 24 à 48 heures. Conclusion. Les allergies résultent d'une réaction exagérée du système immunitaire lorsqu'on rencontre une substance habituellement inoffensive, nommée allergène. De nature très variée, il peut être un aliment, un pollen, des poussières, des détergents, médicaments, etc. Entre en contact avec la peau, certaines muqueuses et la voie respiratoire, ce qui se manifeste par des troubles désagréables, plus ou moins graves, parfois mortels. La réaction allergique est toujours désagréable et peut être grave, voire mortelle. Elles sont des manifestations très variées mais possèdent des caractères en commun. L'allergène provoque alors une réaction de l'organisme qui se traduit par des rougeurs, des gonflements, des boutons, et on distingue deux types d'allergies. L'hypersensibilité immédiate à médiation immorale et retardée à médiation cellulaire. Ces réactions peuvent être fatales dans certains cas, le cas de l'anaphylaxie. Si l'allergène s'infiltre dans la circulation sanguine, le choc anaphylactique survient suite à l'activation des basophiles qui sécrètent des médiateurs chimiques dans tout le corps, et cela demande bien sûr une intervention rapide d'un médecin spécialiste pour sauver ce patient. Situation problème numéro 2. Dans certains cas, le fonctionnement du système immunitaire est insuffisant ou absent. On parle de immunodéficience. Une déficience immunitaire est l'incapacité du système de défense à faire face aux agressions microbiennes. Certaines déficiences existent dès la naissance, on parle de immunodéficience innée. D'autres sont acquises au cours de la vie et on parle de immunodéficience acquise. La principale immunodéficience acquise est le sida, qui est une maladie encore invaincue et souvent mortelle. Donc, comme question qu'on peut se poser, c'est bien sûr, qu'est-ce que le sida? Quel est l'agent qui entraîne le sida? Et quel est le mécanisme d'action du sida? Est-ce qu'il y a un traitement contre le sida? Et on commence par la première activité. On parle de SIDI, ou aplasie médulaire. Le SIDI, ça veut dire le syndrome immunitaire déficience innée. Certains enfants naissent avec une déficience partielle ou totale du système immunitaire, incapables de lutter contre les agressions microbiennes et ne produisent pas de cellules immunitaires ou, si l'on en produise, ils sont inefficaces. On parle de immunodéficience innée. Dès que le diagnostic est établi, ces enfants sont placés dans une bulle stérile en attendant un traitement. Voilà donc un cas d'un enfant qui est atteint de cette maladie. Et vous voyez, on le met dans une chambre comme une bulle plastifiée pour, bien sûr, le protéger des microbes extérieurs. Même pour le toucher, on a ces trucs pour, bien sûr, pouvoir lui faire entrer de quoi manger, le toucher, changer ses vêtements, etc. Donc, comme question, comment expliquer cette maladie? Quelles précautions doit-on prendre? Comment peut-on les guérir ou reconstituer leur système immunitaire? Tout ce qu'on peut dire que le type d'immunodéficience innée sont rares et sont dus à des anomalies génétiques, c'est-à-dire les mutations. Ils peuvent affecter l'immunité spécifique humorale, production d'anticorps par les lymphocytes B, ou cellulaire, action des lymphocytes T, mais aussi l'immunité non spécifique, c'est-à-dire la phagocytose, et ils ont plusieurs origines. Comme origine, absence de développement du thymus, ça va donner une maladie qu'on appelle le syndrome de Digeorge, et donc absence de lymphocytes T. Ou absence de production de lymphocytes B mature par la moelle rouge des os, et on parle de maladie de Burton, qui se caractérise par un déficit en anticorps.
Parfois, il touche à la fois les lymphocytes B et T, c'est-à-dire l'immunité à médiation hémorale et l'immunité à médiation cellulaire. Ce sont des déficiences immunitaires combinées, DIC, déficiences immunitaires combinées. Les enfants atteints doivent vivre à l'abri de toute infection dans une bulle en verre, bébé bulle. La seule possibilité de guérison est une greffe de cellules de moelle osseuse de thymus compatible pour remplacer les cellules absentes, la moelle osseuse d'un frère ou d'une sœur, tissu fœtal, etc. Activité numéro 2, le sida, c'est-à-dire le syndrome immunitaire déficience acquise. Le sida, qui est le syndrome d'immunodéficience acquise, se répand dans tous les pays du monde, est une maladie causée par le virus d'immunodéficience humaine, le VIH. La maladie se traduit par un effondrement du système immunitaire. La photo ci-contre montre un Sidien qui fut le premier malade qui accepte de témoigner à visage découvert. On y voit un malade d'une maigreur effroyable et en phase terminale du sida, souffre d'un cancer de la peau. Le virus du sida au VIH, identifié en 1983, n'épargne plus aucune catégorie de la population. En 1996, le sida a fait 12 millions de victimes et a contaminé 40 millions de personnes essentiellement en Afrique. Donc on peut se poser des questions. Quel est le mode d'action du virus VIH? Comment expliquer l'apparition des maladies infectieuses graves et souvent mortelles chez les personnes atteintes par le sida? Et on commence par l'étude du virus VIH. Le virus du sida VIH est une petite particule de 100 nanomètres, limitée par une enveloppe virale constituée d'une bicouche lipidique et de deux sortes de glycoprotéines, GP120 et GP41. Donc voilà les deux couches lipidiques, et il y a bien sûr le GP41 et le GP120. La molécule GP41 traverse la bicouche lipidique tandis que la couche GP120 occupe une position plus périphérique. Ces deux glycoprotéines constituent un spicule. Le VIH renferme une matrice formée d'une couche de protéines P17 qui inclut une couche de protéines P24 plus profonde constituant ce qu'on appelle la capside. Donc vous voyez ici il y a une couche de protéines P17 et là une couche de protéines P24. La capside renferme deux molécules d'ARN. Voilà, deux molécules d'ARN accompagnées chacun d'une molécule enzymatique, la transcriptase inverse. Le VIH est un rétrovirus car son matériel génétique est formé d'ARN et non pas d'ADN. Donc vous voyez ici un schéma complet de ce virus. Comme question, à partir de documents, décrire la structure du VIH et dégager ses particularités. Et petit b, à partir de vos connaissances, déduire le rôle de la transcriptase inverse. Donc, on voit que ce virus est constitué de deux membranes, une externe, l'autre interne, et qui sont bien sûr caractérisées par la présence de deux glycoprotéines, la GP41 et GP120. Et il contient une capside qui présente ou qui contient deux ARN, deux molécules d'ARN accompagnées de deux molécules de la transcriptase reverse. Donc le VIH est un élément biologique minuscule composé de membranes externes lipoprotéiques ressemblant à la membrane cellulaire, présence de protéines membranaires GP120 et GP41, une membrane interne formée de protéines P17, une capside constituée de protéines P24 contenant deux molécules d'ARN reliées à des transcriptases inverses, comme caractéristique du virus du sida et le VIH, c'est-à-dire le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH est relativement fragile, détruit par la chaleur à 70 degrés et par les antiseptiques usuels tels l'alcool, l'eau de javel, l'eau oxygénée, etc. Le VIH, comme on a dit ici, est un rétrovirus, c'est-à-dire un virus dont le matériel génétique est l'ARN, caractérisé par des mutations rapides
Ainsi, il échappe au système immunitaire. Donc, ce qu'on peut déduire concernant l'enzyme transcriptase, elle est nécessaire pour, bien sûr, avoir l'ADN à partir de l'ARN. Une transcriptase reverse permet d'effectuer la transcription de l'ARN en ADN, c'est-à-dire copier l'information génétique du virus sous forme d'ADN dès qu'elle a pénétré dans une cellule cible. Comment expliquer le mode d'action du VIH? Pour comprendre comment le virus VIH entraîne l'effondrement du système immunitaire d'une personne infectée, on analyse les documents suivants. Voilà le premier document et voilà le second. Et on demande, en exploitant les données de ce document, déterminer, petit a, déterminer les cellules du système immunitaire cible du virus VIH et décrire le mode d'infection de ces cellules par le VIH. Donc lorsqu'on voit ce graphe qui présente bien sûr les différents éléments intervenant dans la réaction immunitaire contre le virus du VIH, on constate ici qu'il y a, là c'est bien sûr le nombre de virus, là c'est le nombre des lymphocytes T, et là c'est bien sûr l'anticorps. Alors remarquez ici, lors de la contamination, le nombre de virus augmente rapidement, ce qui va entraîner une diminution ou une faible diminution des lymphocytes T4. Puis on constate, ce qui entraîne bien sûr une diminution du virus, la quantité de virus. Puis on constate une légère augmentation, mais lorsque le virus va augmenter de façon rapide, cela bien sûr va entraîner une chute rapide des lymphocytes T4. Donc les cellules cibles du virus VIH, ce sont les cellules T4. Et on sait que les cellules T4, ce sont des cellules pivot de la réponse immunitaire. Ce sont elles, bien sûr, qui sécrètent les interleukines nécessaires à la multiplication et différenciation des cellules immunitaires en cellules effectrices. Donc, durant la vie d'une personne infectée par le virus VIH, on constate la diminution progressive des lymphocytes T4 jusqu'à leur disparition, ce qui montre que les cellules cibles du virus VIH sont les lymphocytes T4, qui possèdent des récepteurs membranaires appelés CD4. Et bien sûr, toutes cellules contenant ces récepteurs membranaires CD4 seront des cibles potentielles par le virus VIH, tels les macrophages et les cellules dendritiques. Son mode d'action. Alors si on lit ce texte, la stratégie mise en place par le virus VIH pour entrer dans les cellules cibles est unique. Parmi les virus développés et met en jeu une série d'interactions moléculaires complexes entre l'unité de surface et de sa glycoprotéine d'enveloppe GP120. Et en moins de 2 récepteurs spécifiques, le marqueur CD4 et un récepteur aux chimiokines CCRS et CXCR4. Alors remarquez ici, on a le macrophage ou une cellule T4 et là on a le virus. Remarquez ici, le virus présente son GP120 alors que le macrophage ou la cellule T4 bien sûr présente son CD4 et bien sûr les co-récepteurs CCR5 et CXR4. Ainsi, il y a une liaison qui est très forte entre les deux, ce qui permet la fixation du virus sur la cellule cible et permet bien sûr la fusion des membranes cytoplasmiques à la fois du virus avec celle de la cellule cible, ce qui va bien sûr permettre de faire pénétrer sa capside contenant les ARN. Donc le modèle actuel d'entrée du virus VIH postule que des changements conformationnels de GP120 induits par sa fixation au CD4 permettent l'exposition d'un domaine cryptique de GP120 capable d'interagir avec CCR5 ou CXCR4 présent en surface des cellules cibles. Le contact du VIH avec ce second récepteur ou co-récepteur induirait une nouvelle modification conformationnelle de la glycoprotéine d'enveloppe virale impliquant cette fois la sous-unité transmembranaire GP41. Cette étape déclenche le processus de fusion membranaire nécessaire à la pénétration de la machinerie réplicative virale dans le cytoplasme de la cellule cible. Donc, comme description, le virus du sida utilise pour entrer dans ces cellules hôtes les protéines présentes à sa membrane ou à sa surface et à celle de la cellule hôte.
La protéine virale GP120 possède en effet un domaine de liaison à la protéine CD4. Le virus du sida est ainsi capable de se fixer spécifiquement aux lymphocytes T4 qui portent cette protéine à leur membrane, c'est-à-dire à la surface de leur membrane, ainsi que d'autres cellules immunitaires comme les macrophages et les cellules dendritiques. La fixation de GP120 à CD4 conditionne l'ensemble des étapes permettant la pénétration de la nucléocapside virale dans la cellule cible. Cette fixation permet donc de démasquer un autre ou une autre protéine membranaire virale GP41 s'il s'insère alors dans la membrane du lymphocyte, permettant la fusion des deux membranes et ainsi l'entrée du virus dans la cellule cible. Donc, il y a un accrochage de GP120 à la CD4, changement de conformation GP120, recrutement de CCR5 et insertion de GP41 dans la membrane, et fusion des membranes et pénétration du virus, c'est-à-dire le contenu du virus, c'est-à-dire les ARN, dans la cellule. Activité numéro 2.2, expliquer le mode d'action du virus VIH. Donc le VIH, comme tout virus, est un parasite obligatoire. Il infecte une cellule hôte pour se multiplier dedans, au détriment de sa machinerie cellulaire. La fixation du virus à la surface de la cellule hôte est assurée par la complémentarité entre sa glycoprotéine GP120 et le marqueur CD4 présent chez certains leucocytes. Les cellules cibles du virus VIH sont donc les leucocytes doués de récepteurs CD4, les LT4 surtout, mais aussi les macrophages et les cellules dendritiques car ils ont eux aussi le CD4. Les différentes étapes du cycle de vie du virus VIH sont résumées dans le document ci-dessous. Donc vous voyez bien ici, la cellule cible présente les récepteurs CD4 et le virus bien sûr présente les GP120 qui vont se lier au CD4, ce qui va bien sûr permettre la fusion des membranes virales et de la cellule hôte. Donc pénétration du contenu du capside viral dans le cytoplasme, ce sont des ARN, et grâce bien sûr à la transcriptase reverse, l'ARN se transforme en ADN et on a ce qu'on appelle un ADN-C. Cet ADN-C va pénétrer à l'intérieur du noyau de la cellule cible et s'intégrer dans son génome. Et après, bien sûr, il va y avoir une transcription de ce matériel génétique viral pour donner des ARN M virales, leur sortie vers le cytoplasme de la cellule hôte, et bien sûr leur expression, c'est-à-dire leur traduction en protéines virales. Ces protéines virales vont bien sûr s'assembler pour constituer un nouveau virus qui va se constituer à partir de la membrane cytoplasmique de la cellule hôte par bourgeonnement en constituant de nouveaux virus qui vont contaminer d'autres cellules. Donc comme question, on vous demande d'exploiter les données fournies par ce document en vue d'expliquer les étapes conduisant à la multiplication des virus et le devenir des LT4 cellules cibles. Voilà donc une autre figure pour mieux comprendre. Donc le VIH se réplique dans des cellules immunitaires, principalement les lymphocytes TA ou les T4. TA, ça veut dire les T auxiliaires, T helper. Les monocytes et les macrophages. La réplication se fait selon les étapes suivantes. D'abord, reconnaissance de la cellule infectée via le récepteur CD4 et le corécepteur CCR5. Puis, fixation du virus VIH sur la cellule hôte. Deuxièmement, fusion de l'enveloppe du virus avec la membrane de la cellule, puis pénétration du VIH encapsidé. Une fois dans le cytoplasme, l'ARN viral est rétrotranscrit grâce à la transcriptase reverse en ADN double bras grâce à la descriptase reverse bien sûr, et qu'on appelle ADN-C. Cet ADN-C pénètre dans le noyau et s'intègre au génome de la cellule hôte, donc transfert de l'ADN viral dans le noyau hôte grâce à un enzyme viral qu'on appelle l'intégrase. Cinquièmement, l'expression des gènes du virus permet alors la fabrication des protéines du virus. L'assemblage et maturation de ces protéines virales permettent la formation de nouveaux virions, c'est-à-dire un petit virus, qui bourgeonne de la cellule
et son tour au passage d'une membrane cytoplasmique, c'est-à-dire irritée de la cellule infectée, la cellule hôte. Ceci permet la libération de nombreux ou de nouveaux virus dans le sang de l'organisme infecté, et il est à noter que l'expression du génome viral se réalise grâce à la machinerie de la transcription de la cellule infectée. Ainsi, la libération de nouveaux virus par bourgeonnement et infection d'autres cellules potentielles. Comme remarque, deux cas sont alors possibles. Le premier cas, le virus reste à l'intérieur, c'est-à-dire il n'y a pas d'expression de l'ARN M. C'est-à-dire le virus reste à l'intérieur de la cellule à l'état latent, qu'on appelle provirus, dans les lymphocytes pendant plusieurs années. Le sujet ne présente aucun symptôme de la maladie. Il est dit porteur sain ou porteur asymptomatique. C'est-à-dire il a le virus dans son système immunitaire, dans les cellules T4, mais il n'y a pas d'expression, donc il n'y a pas de maladie apparente, donc il n'y a pas de symptômes. C'est pourquoi on parle de porteur asymptomatique. Le deuxième cas, le virus se multiplie aux dépens des lymphocytes T4 à partir de l'ADN intégré dans les chromosomes. C'est le génome de la cellule hôte. L'assemblage des structures virales donne naissance à de nouveaux virus qui finissent par bourgeonnement et infectent d'autres LT4 qui sont alors progressivement détruites par différentes façons. Par les lymphocytes TC qui éliminent les lymphocytes T4 infectés. Les anticorps se fixent aussi sur les antigènes viraux présentés par le CMH. Ce complexe active les compléments qui, grâce au complexe d'attaque membranaire, éliminent les LT4 infectés, ou la présence des GP120 virales libres entraîne l'assemblage de plusieurs cellules LT4 infectées et non infectées, d'où résulte un syncytium qui entraîne la mort de cet amas de cellules. Syncytium, c'est un ensemble de cellules qui sont bien sûr assemblées grâce bien sûr à leur fixation au GP120 libre, ce qui va entraîner bien sûr un amas de cellules qui bien sûr vont mourir d'une façon subite. Ainsi, le nombre de lymphocytes T4 va diminuer. Des dosages et des études médicales réalisées chez des personnes infectées ont permis de suivre l'évolution de la quantité de VIH dans le sang, le nombre de lymphocytes T et le taux des anticorps anti-VIH. Le graphique du document suivant montre les résultats obtenus. Donc vous avez ici en vert les lymphocytes T4, en rouge vous avez le virus VIH et en bleu vous avez les lymphocytes TC, alors qu'en violet on a ici les anticorps. Et comme vous le constatez, bien sûr on a divisé ce graphique en trois phases, c'est-à-dire que l'évolution de la maladie se fait en trois phases. La première phase qu'on appelle phase primo-infection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, la phase asymptomatique et la phase de sida déclarée. Et on vous demande, en se basant sur vos connaissances et les données des documents, expliquer comment évolue la maladie du sida. Deuxièmement, quand une personne porteuse du VIH devient contagieuse. Comment peut-on connaître qu'une personne est porteuse du virus VIH? Donc, pour expliquer comment évolue la maladie, donc l'évolution de la maladie, le sida est une maladie mortelle qui évolue pendant plusieurs années. Malgré les variations importantes d'un individu à un autre, on peut distinguer plusieurs phases, trois phases. La première phase qu'on appelle primo-infection, c'est-à-dire après l'infection, une première phase aiguë est caractérisée par une prolifération du virus et un abaissement significatif de la population de LT4. Elle se traduit par des signes analogues à celles d'une maladie virale bénigne. Il peut être aussi passé inaperçu. La réaction du système immunitaire se matérialise dans les premières semaines par des productions des anticorps anti-VIH et à l'augmentation du taux de LT8, en induisant une réponse immunitaire adaptative, immorale et cellulaire, ce qui contribue à diminuer la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus qu'on constate ici. Vous voyez, il y a une diminution du nombre de virus, ce qui contribue à diminuer
la charge virale vers la fin de cette phase. Donc, permet de contrôler l'infection, mais qui ne permet pas de l'éradiquer. Donc, au cours de cette phase-là, bien sûr, on a des symptômes, de petits symptômes qui sont bénignes, comme les autres symptômes d'autres maladies. La fièvre. Deuxième phase, la phase chronique ou phase asymptomatique. Elle est essentiellement asymptomatique. Un équilibre s'établit entre les mécanismes de production et d'élimination des virus d'une part, entre la destruction et le renouvellement des LT4 d'autre part. En l'absence de traitement médical, on constate une baisse progressive de l'effectif des LT4, ce qui signifie un affaiblissement de plus en plus marqué du système immunitaire. L'organisme devient de plus en plus incapable de contrôler le VIH. La phase SIDA. Le taux des lymphocytes LT4 passe au-dessous de 200, au-dessous de 200 cellules par millimètre cube de sang. Des maladies opportunistes se déclarent, profitant de l'effondrement des défenses immunitaires. La maladie entre dans sa phase symptomatique. Cela signifie que des symptômes variés se manifestent. L'ensemble constitue un syndrome. Ce sont la tuberculose, les salmonelloses, le sarcome de Kaposi, c'est-à-dire le cancer de peau, l'herpès, les candidoses. Il s'agit de maladies causées par des microbes dont le développement est habituellement contrôlé par le système immunitaire. Le sida donc, ou syndrome d'immunodéficience acquise, est désormais déclaré. Alors quand une personne porteuse de VIH devient contagieuse, donc toute personne devient contagieuse dès le premier jour où elle a été contaminée. Donc le sujet infecté devient contagieux dès le jour de sa contamination et peut transmettre le virus. C'est ça la gravité de cette maladie ou de ce virus. Vous voyez ici, on a dit que la personne n'a pas de symptômes durant toutes ces années. Et durant toutes ces années, elle est contagieuse. Donc il n'y a pas de symptômes de la maladie et elle est contagieuse. Donc tout contact sexuel avec ce type, bien sûr, c'est la contamination assurée. Comment peut-on connaître qu'une personne est porteuse de virus VIH? Puisque ici, on a constaté qu'il y a une sécrétion de l'anticorps anti-VIH après quelques semaines, donc on n'a qu'à tester le sang de cet individu pour chercher s'il y a l'anticorps ou pas. Donc pour savoir si une personne est contaminée par le virus VIH, on doit réaliser un test qui permet de chercher la présence des anticorps anti-VIH. Ça, car comme toute infection virale, l'organisme réagit, les cellules infectées produisent des interférons qui vont se fixer sur la membrane des cellules voisines non infectées. Les LB sensibilisés qui ne sont pas atteints fabriquent des anticorps anti-VIH. Ceux-ci sont déversés, c'est-à-dire les anticorps sont déversés dans le sang et sont décelables après un délai de 2 semaines ou quelques mois. Un sujet est dit séropositif quand les tests identifient dans son sérum la présence des anticorps anti-VIH. C'est la preuve que le sujet a été contaminé. Les anticorps ne neutralisent que très faiblement le VIH, si bien que la maladie peut continuer à évoluer. Donc, quels sont les différents tests de dépistage des virus VIH? Voyons d'abord quels sont les mécanismes de destruction. Le déclenchement du sida est lié à une destruction massive des lymphocytes T4. Le mécanisme de destruction des LT4 lié à l'infection directe par le virus VIH entre pour une faible part dans l'effondrement des taux sanguins du lymphocyte T4. La destruction massive des LT4 peut s'expliquer par l'intervention d'autres mécanismes. L'apoptose des cellules infectées, figure 1. L'apoptose des cellules non affectées, figure 2. Vous avez ici la figure A, la figure 2. Et là, bien sûr, vous avez un autre document qui présente d'autres méthodes de destruction du lymphocyte T4.
en exploitant les données de ce document, décrire les mécanismes de destruction de LT4. Tout à l'heure, on a vu quelques mécanismes de destruction de lymphocytes T4. Lorsqu'on a parlé, bien sûr, des compléments, des anticorps, etc. Là, il y a autre méthode de destruction. En plus des mécanismes de destruction de LT4 liés à l'infection directe par le virus VIH, la destruction peut se faire par apoptose des cellules infectées. L'apoptose est un processus d'autodestruction cellulaire, suicide cellulaire, programmé génétiquement mais accéléré par certains signaux issus de l'environnement cellulaire. L'ADN se fragmente, la membrane bourgeonne, etc. L'infection des lymphocytes T4 par le VIH a pour conséquence la formation de cellules géantes, syncytium, c'est-à-dire un assemblage des cellules T4. Il y a interaction à la surface des cellules infectées de la protéine GP120 de l'enveloppe virale avec le CD4 et les co-récepteurs de la surface d'autres cellules LT4 infectées ou non. Après cette liaison, l'action d'autres molécules d'adhésion cellulaire s'assemblent. Les cellules ont une grosse masse multinucléée avec une membrane fusionnée en forme de ballon caractéristique qui finalement éclate. Par apoptose de cellules non infectées, des cellules T4 intactes peuvent se lier à des cellules T4 infectées par le biais de leur récepteur CXCR4 qui connaît les protéines virales GP120 exprimées à leur surface. La liaison CXCR4-GP120 active la voie de destruction par apoptose ou par action des lymphocytes cytotoxiques. La cellule infectée est l'objet d'une attaque par les lymphocytes cytotoxiques. Remarquez ici les lymphocytes T4, et voilà la première méthode, la deuxième méthode et la troisième méthode de destruction des lymphocytes. Formation du syncytium, d'accord, qui va être bien sûr, va éclater. Là, c'est l'action des anticorps sur les cellules infectées, et là, l'action bien sûr des lymphocytes TC sur les LT4 infectés. Donc, tout système de destruction, bien sûr, va entraîner un effondrement du système immunitaire chez le malade. Alors, quels sont les modes de transmission et prévention? Tout le monde peut être atteint par le sida. Chez les homosexuels et les hétérosexuels, chez les toxicomanes et chez les transfusés, on a constaté que le risque de contamination par le VIH est très élevé. Chez le toxicomane, l'utilisation de la même seringue favorise la contamination. Au danger de la drogue s'ajoute le danger du sida. Les tests de flacons de sang collectés dans les centres de transfusion et le traitement des extraits de sang qui font l'objet de vérifications répétées diminuent le risque de contamination des transfusés. Le fœtus peut être atteint pendant sa vie intra-utérine ou lors de l'accouchement si la mère est atteinte ou porteuse du virus VIH. Bien que le virus se représente dans la plupart des liquides biologiques comme la salive, les larmes, l'urine, il est impossible de se contaminer lors d'actes simples de la vie sociale quotidienne comme manger au restaurant, boire dans le même verre, aller aux toilettes publiques, etc. Donc voilà donc quelques actions qui peuvent transmettre le virus VIH et voilà quelques actions qui ne peuvent pas le transmettre. Donc citez les voies essentielles de la contamination par le VIH et quelles sont les préventions à prendre. Donc voilà la réponse comme sous forme de tableau. Les trois modes de contamination importants par le VIH sont la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie maternotale. Par voie sexuelle, par le sperme et par les sécrétions vaginales. Comme prévention, utilisez des préservatifs lors des rapports sexuels et réaliser des tests de dépistage. Deuxième mode de contamination, par la voie sanguine, par échange de seringues souillées entre toxicomanes ou par transfusion, c'est-à-dire cas rares dans les pays développés. Comme prévention, utilisez des seringues à usage unique
et du matériel de désinfection, utiliser des seringues stérilisées, éviter d'échanger les objets d'hygiène avec d'autrui, comme les brosses à dents, le rasoir, etc. Pour le troisième cas, par voie materno-fœtale, pendant la grossesse, l'accouchement et de mère à enfant pendant l'allaitement. Comme prévention, test de dépistage préventif pour les populations à risque, c'est-à-dire la mère qui est enceinte, on doit bien sûr dépister si elle porte le sida, le VIH du sida ou pas. Alors maintenant, on va voir quels sont les modes de dépistage. Le terme séropositif, c'est détecter dans le sérum de la personne des anticorps spécifiques de la maladie 20 jours après une contamination éventuelle. On utilise le test ELISA qui est basé sur la détection d'anticorps anti-GP120 et si le diagnostic est positif, il sera confirmé par le test Western blot. Le test d'ELISA, c'est une technique dont le principe repose sur l'utilisation de réactions antigènes-anticorps et un marqueur enzymatique couplé à un anticorps. Lorsque la réaction est positive, le produit de l'enzyme est formé et visualisé par l'apparition d'une couleur spécifique. Les antigènes VIH sont étalés sur une lamelle, un échantillon de sérum sanguin du sang est déposé sur cette lamelle. Donc voilà la lamelle. On a ici le GP120 et on ajoute bien sûr le sérum de l'individu qui va bien sûr contenir des anticorps VIH. La lamelle est rincée pour éliminer les anticorps non fixés. Donc après lavage, tous les anticorps non fixés bien sûr vont être éliminés. Puis on ajoute sur la lamelle des anticorps, des anti-anticorps marqués par une enzyme capable de donner une réaction colorée en présence d'un substrat qui lui est spécifique. La lamelle est de nouveau rincée et le substrat spécifique pour l'enzyme est ajouté sur la lamelle. Donc là, on a pour un individu qui n'est pas infecté par le virus VIH et là pour un individu qui est infecté par le virus VIH. Remarquez ici, lorsqu'on a ajouté le sérum de l'individu sain, il ne contient pas les anticorps anti-VIH, donc il n'y a pas fixation sur le GP120. Et lorsqu'on a fait le lavage, donc on a éliminé les anticorps. Et lorsqu'on a ajouté le anti-anticorps, il reste libre. Et lorsqu'on a fait un lavage, donc on élimine tout ça. Et lorsqu'on ajoute la substance active, bien sûr, il n'y a pas de substance sur quoi elle va être activée. Donc il n'y a pas de coloration. Par contre ici, on a le virus, c'est-à-dire le GP120, et on a ajouté les anticorps anti-VIH. Il y a fixation. Lorsqu'on a fait le lavage, on élimine seulement ceux qui sont libres, alors que ceux qui sont fixés, ils restent. On ajoute l'anticorps, il y a fixation sur l'anticorps VIH. Et lorsqu'on ajoute la substance active, il y a coloration qu'on constate ici. Donc voilà qu'on peut avoir, vous voyez ici des colorations qui confirment que l'individu, bien sûr, il est atteint. En exploitant ce document, décrire comment on réalise le dépistage du sida par ce test et préciser ses limites. Donc le test d'ELISA est une technique de dosage d'immunoabsorption par enzymes liées. Le test consiste à détecter la présence d'anticorps anti-VIH dans le sang d'un individu grâce à d'autres anticorps spécifiques anti-anticorps marqués par une enzyme spécifique. Cette technique est très sensible si les risques de faux positifs, c'est-à-dire un résultat positif alors que le patient n'est pas infecté par le virus VIH, existe 1 à 2% de cas. D'où l'importance de confirmer ce test par un test plus rigoureux, c'est le test Western blot. Le test Western blot. Les protéines virales sont séparées par électrophorèse. On obtient différentes bandes, on additionne ensuite le sérum du patient. Si ce sérum contient des anticorps anti-VIH, ils vont se fixer sur les bandes correspondantes aux antigènes spécifiques. La réaction antigène-anticorps est révélée par
réaction enzymatique colorée. C'est-à-dire presque la même chose qu'ici, seulement ici on cherche seulement le GP120, alors que là on cherche toutes les protéines virales. Donc le test Western blot est un test de confirmation de la séropositivité du sida lorsque le test d'ELISA est positif. Mais c'est une technique qui permet de rechercher dans le sérum sanguin des protéines antigéniques issues du virus VIH et non pas seulement le GP120. Le test Western blot se déroule en 3 étapes. Isoler les protéines du VIH grâce à l'électrophorèse, accrocher les molécules ainsi séparées sur une membrane de nitrocellulose, c'est-à-dire ça, sur le papier de nitrocellulose, mise en évidence des protéines virales grâce au dépôt d'anticorps mariés à une enzyme et un substrat, comme dans ce cas-là. En présence de protéines virales, l'enzyme transforme le substrat en un produit coloré. Donc s'il y a coloration, bien sûr que l'individu est effectivement atteint par le virus VIH. Le traitement. Alors, est-ce qu'il y a un traitement pour le sida? Les traitements actuels sont basés sur des associations de molécules qui agissent de manière complémentaire sur différentes phases du cycle viral. La trithérapie, association de 3 molécules, sont fondées sur ce principe. Leur but est de produire une double action sur l'immunité, diminuer la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus dans l'organisme, et faire remonter le taux des lymphocytes T4 pour améliorer la défense antivirus. Il existe 4 types de molécules utilisées dans le traitement anti-VIH. Les molécules qui empêchent la fusion virale, empêchent la fusion virus-cellule cible, les inhibiteurs de la transcriptase inverse, molécules qui ressemblent à des nucléotides et qui induisent des erreurs fatales dans la fabrication de l'ADN viral, les inhibiteurs de l'intégrase qui empêchent l'ADN viral de se dissimuler dans l'ADN de la cellule hôte, les inhibiteurs de protéases qui empêchent la production des protéines virales fonctionnelles. L'inconvénient majeur des traitements anti-sida est l'existence de nombreux effets secondaires, parfois invalidants, troubles digestifs, métaboliques, neurologiques. Les VIH sont caractérisés par une extrême variabilité liée au taux d'erreur commise par la transcriptase inverse au cours de la réplication virale. Cette variabilité porte sur l'ensemble du génome viral, mais spécialement sur la couche V3 de la protéine de surface GP120, cible principale des anticorps anti-VIH. Chez un malade, plusieurs dizaines de variants diffèrent. Cette boucle peuvent être isolées au cours de l'évolution de la maladie. La protéine GP120 qui se trouve à la surface des virus n'est alors plus détectée par les cellules immunitaires et le virus VIH échappe aux défenses de l'organisme. D'autre part, la protéine GP120 est masquée par des chaînes glycidiques à la surface des VIH, ce qui la rend de toute façon difficilement accessible. De plus, l'organisme peut difficilement détecter le virus VIH au début de l'infection, car comme tous les rétrovirus, il intègre leurs cellules hôtes qui hébergent les gènes rétroviraux au cours de leur cycle. À ce moment-là, aucun antigène viral n'apparaît à la surface des cellules infectées par le virus. Un vaccin contre le VIH est-il possible? Peut être efficace. Pour être efficace, un vaccin doit amplifier la réaction de défense en début d'infection et arrêter la propagation du virus dans l'organisme. Il doit provoquer la synthèse d'anticorps neutralisants, stimuler la production des lymphocytes tueurs et faciliter la destruction des cellules infectées. Mais dans le cas des virus du sida, des difficultés nouvelles et essentielles existent. En premier lieu, le virus VIH est très variable. Il possède des formes différentes, des enveloppes de composition chimique différentes. Il est donc nécessaire de connaître toutes les formes du virus VIH avant de songer à préparer un vaccin. De nombreuses équipes de chercheurs travaillent dans des voies différentes. Les uns cherchent à utiliser un vaccin truqué en manipulant génétiquement un virus inoffensif pour l'homme et l'espèrent tromper le virus VIH en provoquant la formation d'anticorps anti-VIH.
D'autres cherchent à freiner la dissimulation ou la dissémination du virus en rendant impossible le contact avec les LT4. Certains, enfin, essayent de stimuler les lymphocytes T4 dont la coopération est essentielle dans le mécanisme immunologique. Ce qu'on peut faire actuellement en attendant la préparation d'un vaccin anti-sida ou d'un traitement efficace, on agit actuellement bloquant l'évolution du nombre de VIH chez la personne séropositive en adoptant un traitement appelé trithérapie. Celui-ci est coûteux et peu supportable par le patient. Le traitement de ce type d'infection est difficile. En effet, les rétrovirus ayant un haut taux de mutation, ils échappent régulièrement aux antiviraux développés pour les combattre. Il est de même difficile de développer un vaccin. Donc le seul moyen de lutte reste la protection. En utilisant des préservatifs lors des rapports sexuels et en évitant de réutiliser des seringues souillées par du sang dans les pays industrialisés, l'efficacité des campagnes de prévention d'une part, la mise au point de thérapies complexes, la trithérapie et la multithérapie d'autre part, ont permis de limiter la progression de la pandémie et d'améliorer nettement l'espérance de vie et la qualité de vie des malades. Donc pour nous, le seul moyen de ne pas être contaminé par le virus VIH, c'est bien sûr la protection. Bilan. Donc certaines réponses immunitaires ont des conséquences pathologiques pour l'organisme. On distingue le dysfonctionnement par excès, allergies et maladies auto-immunes que vous n'avez pas dans le programme, dysfonctionnement par défaut, déficit immunitaire ou immunodéficience. Les dysfonctionnements par excès, c'est-à-dire les allergies, on a vu qu'il y a deux types. Il y a l'hypersensibilité immédiate à médiation immorale et hypersensibilité retardée à médiation cellulaire. Alors que le dysfonctionnement par défaut, c'est-à-dire l'immunodéficience, on a vu qu'il y a deux types. Déficit congénitaux ou primaire, c'est-à-dire immunodéficience innée. Il peut être immoral, le cas de Bruton, la maladie de Bruton, ou cellulaire, le cas de Dijorge. Déficit acquise ou secondaire, c'est-à-dire dû bien sûr à la contamination par le virus VIH, qui va bien sûr effondrer le système immunitaire et laisser apparaître des maladies opportunistes qui vont bien sûr être mortelles pour le malade. Allez, à la prochaine vidéo, on va voir bien sûr les aides immunitaires pour terminer ce cours de l'immunologie.